deuxième partie de l'émission, elle s'ouvre maintenant avec des hommes, avec des papas. J'ai été très heureuse de rencontrer au Forum Viva, dont on vous a beaucoup parlé à ce micro, de rencontrer Cédric Delasselle, qui, en quelques mots, a su accrocher mon attention, mon intérêt pour cette association qui s'appelle Au cœur des hommes. Parce que si l'on regarde notre société, parmi tous les pans qui sont devenus fragiles, qui ont été fragilisés, qui le sont aussi par le wokisme, par tout ce qui est véhiculé, il y a des épaules sur lesquelles le monde a du mal à reposer, sont celles des papas, des hommes. Donc, tous les deux, Cédric Delasselle et Jérémy Euler, qui est avec nous par visio. Bonjour Jérémy. Bonjour. Et bonjour Cédric, qui est dans le studio patiemment depuis un petit moment. Bonjour Valérie. Eh bien, tous les deux, vous allez nous faire connaître et aimer, comme disait aussi Guénaël, cette association Au cœur des hommes. Plutôt que de la présenter imparfaitement, je vais vous laisser le faire. Cédric Delasselle, dites-nous, Au cœur des hommes, pourquoi, depuis quand et quel est l'objectif ? Alors, Au cœur des hommes, depuis 2014, et c'est l'histoire d'une bande d'amis qui, autour d'un mariage, vous savez, avec ce traditionnel enterrement de vie de garçon, s'est posé la question, mais finalement, à quoi ça sert d'être un homme au XXIe siècle ? Qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Qu'est-ce qu'on apporte à la société encore aujourd'hui ? Puisqu'on voit bien que les regards changent sur ce qu'est l'homme. Et alors, là, il se trouve que c'était un mariage catholique, donc en plus, quelle est l'utilité de l'homme catholique aujourd'hui ? Voilà. Et c'est la rencontre entre donc ce groupe d'amis, un prêtre et puis un évêque, qui ont permis la création de ces fameux camps pour hommes en 2014, basés sur un livre qui s'appelle Indomptable, le secret de l'âme masculine. Voilà, tout un programme. Redites-nous le nom de l'auteur. John Eldredge, Indomptable, le secret de l'âme masculine. On le répétera plusieurs fois, si vous voulez, au cours de l'émission, pour que nos auditeurs de Radio Courtoisie puissent s'y référer, voilà. Puisque c'est une référence pour vous. C'est une référence pour nous, puisque ça a servi de socle à la mise en place d'un programme, puisque l'auteur, en fait, revisite un peu les grands désirs de l'homme. Et ces grands désirs qui font un peu le moteur de nos vies, c'est ce qu'on a oublié un peu aujourd'hui, et c'est ce qui fait que parfois c'est dur aujourd'hui d'être un homme au XXIe siècle, puisqu'on ne sait plus ce qu'on a à apporter au monde. Jérémy, dans cette toute première présentation, Jérémy Euler, qu'ajouteriez-vous ? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous lorsque vous voulez parler de l'association Au cœur des hommes ? Alors déjà, quand on veut parler de l'association, je pense qu'il faut vraiment parler des hommes et de leur situation aujourd'hui. Il peut y avoir une démission de l'homme aujourd'hui qui ne sait plus très bien trouver sa place, qui ne sait plus très bien où il en est. Donc nous, l'objectif Au cœur des hommes, c'est déjà de remobiliser les hommes sur leur intériorité. Déjà qu'ils puissent trouver en eux les ressorts nécessaires pour vivre heureux en tant qu'homme et assumer leur masculinité. Voilà, donc c'est vraiment cet objectif-là qu'on va avoir durant les camps. Et je dirais que c'est le processus d'Au cœur des hommes va beaucoup se baser sur le dialogue avec d'autres hommes. Cet échange que beaucoup d'hommes n'ont pas l'habitude d'avoir, tout simplement. On parle beaucoup de l'homme taiseux, de l'homme dans sa caverne. Nous, on pense que c'est parce qu'il n'a pas trouvé l'occasion d'un lieu où se livrer, là où la femme va avoir beaucoup plus facilement la possibilité de se livrer avec d'autres femmes dans des cercles qu'elle va constituer assez vite. L'homme va rester plutôt dans sa caverne et accumuler tous les problèmes qu'il peut avoir. On le voit en psychologie, on le voit en accompagnement, en coaching. La majorité des personnes qui vont se faire aider sont souvent des femmes. Les hommes ont du mal à passer le pas. Donc nous, on va leur proposer un cadre ludique du sport, de la nature, de la grande nature, comme Notre-Dame de la Salette ou bien le Mont-Saint-Michel. On va leur faire vivre une aventure. Et de cette aventure, on va les faire travailler à l'intérieur d'eux et qu'ils puissent s'ouvrir aux autres, mais surtout à eux-mêmes pour aller revisiter leurs fondamentaux
et pouvoir enfin accepter l'homme qu'ils sont. Concrètement, pour que nos auditeurs de Radio Courtoisie voient à quoi s'accrocher selon leurs besoins, dites-nous, Cédric Delasselle, ce que vous proposez. Vous avez parlé des camps, tous les deux. Dites-nous ce que vous proposez. Alors, on propose quelque chose d'unique, en fait, que j'ai jamais vu nulle part ailleurs. On propose aux hommes de s'ouvrir à 4 dimensions. La première, que j'ai découverte moi aussi en 2017 avec ces camps, c'est sa propre blessure intérieure. Moi, j'ai vécu des camps que j'ai animés par la suite où les hommes livraient autour d'un feu des choses qu'ils n'avaient jamais dit à personne. Par exemple, des problèmes sur des enfants très, très, très difficiles. Donc ça, c'est une première chose. Les hommes vont livrer des fardeaux. Voilà. Ensuite, ils vont réapprendre que, en fait, un homme qui a une cause à défendre, par exemple, c'est bon. Un combat pour l'homme, c'est bon. Un homme qui a des grands désirs d'aventure, ça le nourrit. Et il n'y a pas besoin de se dire que je le ferai un autre jour, je le fais aujourd'hui. Ils vont aussi redécouvrir que conquérir la belle, conquérir la beauté, c'est un moteur dans la vie. Et donc, conquérir sa femme, ça veut dire chaque jour vouloir lui faire grimper une montagne, voilà, d'amour à travers plein de petites choses. Et tout ça, c'est des choses qu'on ne permet plus aux hommes de les vivre réellement aujourd'hui. Voilà. Et en les vivant dans ces camps, on va faire revitaliser, faire ouvrir une brèche. Voilà. Et avec cette 4e dimension qui est la blessure de l'homme, qui est très importante pour nous, puisque cette blessure, elle vient souvent de la relation avec ses propres parents et avec son propre père notamment. Ce qui nous a amené à créer un peu plus tard les week-ends père-fils. Voilà, on va bien parler aussi des week-ends père-fils. Pouvons-nous déjà renvoyer nos auditeurs sur un site, un lieu où ils peuvent trouver des renseignements, suivre un petit peu suivre votre actualité? Cédric Delasselle? Oui, alors on a un site internet, évidemment, aucoeurdeshommes.org. Vous tapez ça dans n'importe quel moteur de recherche et vous le trouverez. Et là, on a un peu quelques accroches où on parle un peu de nos fondamentaux. Et on a une présentation des activités qu'on organise chaque année, donc à la fois des camps et des week-ends père-fils. Voilà, les camps et les week-ends père-fils, qu'on distingue bien cela. Et puis aussi des rencontres au long cours entre hommes. Évidemment, en fait, ce qui se passe dans ces week-ends et ces camps, c'est qu'on prend conscience de quelque chose. Donc, pour pas que ça reste éphémère, effectivement, l'étape suivante, c'est de rentrer après dans des fraternités de manière un peu plus suivie pour pouvoir cultiver ce qu'on a découvert pendant ces camps. Vous-même, Jérémy Euler, vous disiez j'ai découvert tout cela, etc. Comment, au long cours, gardez-vous le lien avec ces autres hommes? Comment entretenez-vous? Parce qu'il peut y avoir une blessure qui est mise au jour, qui peut être guérie. Au long cours, en passant les étapes de la vie aussi. Comment vivez-vous cela, Jérémy? Vous avez rencontré vous-même Au Cœur des Hommes dès le départ en 2014 ou après? Non, moi j'ai découvert Au Cœur des Hommes en 2019, si je me souviens bien, à la Sainte-Baume, au camp de la Sainte-Baume. Voilà, un moment où j'avais besoin de vivre avec d'autres hommes, de pouvoir confronter, je dirais, ma vie et mon intériorité au dialogue avec d'autres hommes. À la base, ce que je recherchais, c'était plutôt une fraternité d'hommes où on se retrouverait régulièrement, et j'ai trouvé ces camps. Et il se trouve que à Au Cœur des Hommes, il y a aussi ce qu'on appelle les cordées. Les cordées, ce sont des groupes, il y en a une quinzaine à peu près en France. Ce sont des groupes qui se retrouvent mensuellement entre hommes pour vivre la pédagogie du camp, c'est-à-dire un moment de fraternité, de sécurité, où on sait que ce qui va se dire va rester, parce qu'il y a de la confidentialité bien sûr, et puis de l'enseignement, mais qui reste, je dirais, assez, alors léger n'est pas le bon terme, mais plutôt assez petit en termes de temps par rapport au partage. Nous laissons vraiment un long temps pour que chacun puisse s'exprimer. Il y a une autre dimension qui est importante à Au Cœur des Hommes, c'est que, comme vous disiez, en effet, la blessure va pouvoir se mettre à jour durant un camp, mais
nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas des professionnels de l'accompagnement, donc nous incitons aussi nos participants à faire un réel chemin de guérison, qu'il soit psychologique, spirituel, dans un accompagnement de couple ou autre, mais nous mettons en relation avec des professionnels du secteur. Nous avons tout un listing également des associations avec qui nous sommes en lien pour aller un petit peu au-delà de ce que nous proposons, mais qui puisse être accompagné dans la durée à la fois par le mouvement au cœur des hommes, dans cette dimension décordée, et également par des professionnels s'ils le souhaitent. Vous avez évoqué l'enseignement qui reste à sa place, qui n'est pas l'essentiel, etc. Pour nos auditeurs, comprenons bien, Au cœur des hommes, c'est une association catholique pour des hommes catholiques. Cédric Delasselle. Alors, Au cœur des hommes vient c'est son origine. Par contre, c'est une association qui est ouverte à l'humanité entière. Parce que ce qu'on y développe, c'est de l'anthropologie, en fait. Donc, le lien avec son fils, par exemple, pour les week-ends père-fils, c'est pas une dimension chrétienne particulière, c'est l'humanité entière qui développe ce lien. Le cœur de l'homme, avec ses grands désirs intérieurs, c'est peut-être un socle commun de l'humanité aussi. On a les mêmes désirs de combat, d'aventure, de conquête, qu'on soit en Chine, en France, aux États-Unis. Ça n'a pas de lien. Alors, il se trouve que nous, on sait qu'il y a une transcendance derrière tout ça, voilà, mais on a des participants qui sont peut-être en recherche, loin de la foi. Moi, j'ai accueilli aussi des musulmans dans mes camps qui ont été très impressionnés par toute cette anthropologie, effectivement, d'inspiration chrétienne et catholique. Oui. Donc la transmission père-fils dans certains week-ends, qui n'est pas le tout de Au cœur des hommes, qu'on le comprenne bien. D'une certaine manière, on se retrouve en tant qu'homme, en tant que papa, et ensuite on passe le flambeau. Dites-moi, Cédric. Alors, il y a une vraie continuité, en fait, entre les deux activités, puisque à force de travailler sur le cœur de l'homme, on s'est aperçu que cette fameuse blessure, elle vient beaucoup du lien avec le père, notamment. Et donc, plutôt que de l'attendre à 40, 50 ans qu'elle explose, on s'est dit, mais allons la travailler au moment où elle se crée, en fait. Alors, quel est le moment où elle se crée le plus souvent ? Eh ben, le moment où elle se crée, c'est vraiment à la sortie de l'adolescence, où le jeune va devoir répondre à cette question qui hante tous les hommes. C'est, est-ce que je suis capable de vivre ma vie ? Est-ce que j'ai les talents pour pouvoir affronter les défis que je vais pouvoir rencontrer ? Et le premier adulte extérieur à la mère, qui est un amour inconditionnel, ça va être le père, et qui doit du coup là poser un acte et une parole que nous on appelle la bénédiction, mais qui en réalité est une confirmation des talents de son enfant. Voilà. Et donc c'est le même travail que ce soit pour un petit garçon, enfin un garçon ou une fille. Le regard du père est le premier regard extérieur qui va confirmer l'identité de son enfant. Donc il faut que ce regard soit bienveillant. Voilà. Et aujourd'hui, un père va bénir de deux manières, par la parole. Voilà, il y a une place dans le cœur des enfants pour ça, et par le temps qu'il va pouvoir accorder à ses enfants aussi, pour leur montrer qu'ils ont de l'importance à ses yeux. Jérémy Euler, vous-même, vous avez expérimenté ces week-ends père-fils en tant que père, peut-être en tant que fils aussi. Alors il se trouve que mes enfants sont encore assez jeunes, donc je n'ai pas eu encore la chance d'expérimenter ces week-ends père-fils. Vous avez hâte. C'est ça, encore une dizaine d'années pour moi. Mais cependant, c'est un sujet qu'on travaille beaucoup au cœur des hommes avec toute l'équipe qui coordonne un peu ACDH au niveau national. On voit cette importance de vraiment de la paternité. C'est un sujet quand même qui, dans les années à venir, je dirais pour les 10 ou 20 ans à venir, va être un sujet majeur de la société. La place du père. On a un de nos membres notamment qui intervient pas mal en prison, Bertrand Chevalier-Champy, qui intervient pas mal auprès des prisonniers justement, dont par exemple on se retrouve que, je crois que la stat c'est 90% des personnes en prison, un défaut du père a eu lieu à un moment ou à un autre. Un abandon, une absence, une parole qui n'a pas été dite, un cadre qui n'a pas été fixé. Donc la relation père-fils est au centre du noyau familial finalement, parce que ces fils qui vont eux-mêmes devenir pères vont pouvoir répercuter les bonnes ou les mauvaises actions, les mauvaises situations qu'ils ont reçues. Donc il y a vraiment cette importance, et aussi cette importance d'être ouvert largement au-delà du cercle catholique, parce que comme disait Cédric,
la relation père-fils est universelle. Et la relation père-fils est blessée partout, dans l'intégralité de la société. À chaque fois qu'on discute avec un homme sur des salons, dans des camps, la relation au père revient quasiment systématiquement. Il n'y a pas de pourcentage, on ne fait pas de stats, mais dans les discussions, dans les partages qui se font dans les camps, dans les discussions même avec d'autres hommes qu'on peut avoir, cette blessure du père revient, même si le père a fait tous les efforts et quelqu'un de très sympathique, d'extrêmement bon. Cette blessure intervient à un moment ou à un autre, et c'est là où nous intervenons pour permettre au père et au fils d'enfin faire ce dialogue que beaucoup de fils attendent jusqu'à leur mort parfois. Cédric de Lasselle, comment expliquez-vous que le nœud soit là dans la relation père-fils, souvent dans peut-être cette absence de moment où on a dit va, envole-toi, tu es capable, mais bon, l'enfant l'aura reçu ailleurs. Dites-nous pourquoi c'est là ce nœud. Grande question. Moi, je n'ai pas la réponse à pourquoi, mais je le constate. En fait, je constate que je l'ai vécu moi-même. L'absence d'un père a une répercussion sur la confiance en soi qui est absolument colossale et qui finit un jour par éclater si on n'en a pas conscience. Voilà. Comment on répare ça ? Alors vous avez pris le taureau par les cornes, hein, vous essayez d'aider des papas à ne pas louper le coche, mais s'il a été loupé ce coche, comment on rattrape ça dans la vie ? Alors, on ne peut pas dire qu'on l'a loupé, parce que tant qu'on n'est pas, on est encore présent, on peut le vivre. Et je voudrais dire d'ailleurs quelque chose de plein d'espérance, c'est que effectivement nos week-ends père-fils sont ouverts à partir de 15 ans pour les fils, mais nous avons beaucoup de fils de 25, 28, 30 ans, 36 ans qui décident d'inviter leur père, en fait. C'est une démarche inverse, puisque eux prennent conscience de ce lien qu'ils n'ont pas eu, et le père, qui souvent a un grand doute sur sa légitimité à être vraiment père, se laisse inviter par leur fils. Voilà. Et j'ai vu des fils inviter leur père pour vivre ce moment-là. Et nous, ce qu'on fait, donc, c'est finalement assez simple, hein, mais on pose un cadre, simplement, dans lequel et le fils et le père vont pouvoir dialoguer et se prendre au sérieux mutuellement. Comment faites-vous concrètement ? On arrive pour un week-end, j'imagine un ado plus ou moins consentant pour ce week-end, un papa hésitant, enfin je ne sais pas, hein, je caricature. Comment vous faites la mayonnaise ? Alors, il y a un peu effectivement toutes les situations, parce qu'un fils de 28 ans est sorti un peu de l'adolescence, voilà, mais nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit un peu pris au sérieux. C'est la condition pour venir, c'est que ce ne soit pas considéré comme un jeu. Il y a vraiment des choses très fortes qui se jouent et il faut que tout le monde soit en pleine conscience. Et en fait, l'alchimie, déjà, elle se fait rien que par le voyage pour arriver au lieu entre le père et le fils qui ont très peu d'occasion de passer des moments ensemble. Et en arrivant, la première chose qu'on va permettre aux gens de vivre, aux pères, c'est de réinvestir leur rôle de père en accueillant leur fils dans le monde des hommes. Voilà. En disant, j'ai confiance en toi, je t'ai invité à ce week-end parce que je pense que tu es capable. Et après, tout au long du week-end, on a plusieurs activités, notamment des activités sportives qui vont permettre aux pères et aux fils de s'amuser aussi ensemble. On a des marches dans lesquelles on a des topos qui sont aussi... qui ponctuent la marche et avec des questionnaires, parce qu'on sait qu'un papa et un fils, ça peut être parfois très difficile de communiquer. Donc, on prépare beaucoup de questions. Comment j'ai rencontré ta mère, on a des enfants qui ont divorcé, on lève un tabou sur ça, pourquoi j'ai divorcé, beaucoup de questions que pourraient se poser un père et un fils. Et puis on a quelque chose aussi de très important, c'est qu'on a un petit moment où on a la possibilité de se demander pardon, ne serait-ce qu'un père, est-ce que mon père m'a déjà demandé pardon pour ce que j'ai subi ? Est-ce que moi, qui est peut-être un peu vrillé à l'adolescence, j'ai eu l'occasion de demander pardon à mes parents pour ce que je leur ai fait subir, pour réparer un peu la relation ? Et on s'inscrit vraiment dans la transmission. Donc, je trouve que votre émission est fantastique pour ça. On était vraiment fait pour se rencontrer avec les auditeurs de Radio Courtoisie. Et que finalement, la question, c'est quoi transmettre ? En fait, la seule chose qu'on transmet pour 1000 générations, je dirais, c'est les paroles valorisantes qu'on va pouvoir donner à ses enfants. Jérémy Holler, que transmettre ? Un papa, que transmettre ?
Je pense qu'un papa, il va déjà transmettre la confiance à son fils, comme disait Cédric. Ces paroles valorisantes, nous on les appelle bénédictions, comme disait Cédric, parce que au-delà d'être des paroles qui vont faire plaisir à l'enfant, c'est ce qu'on appelle des paroles performatives, c'est-à-dire qu'elles vont mettre aux yeux de l'enfant la réalité qu'il y a en lui, et ce sont nous on appelle ça des paroles de vie même, parce que de ces paroles-là, l'enfant, l'adolescent qui devient adulte va pouvoir se construire et s'affirmer en se disant j'ai ce socle sur lequel construire ma vie. Mon père, qui est mon géniteur, mais aussi celui qui me transmet mon nom, qui me transmet ma vie, qui me transmet ma culture, a confiance en moi. Souvent, dans ces paroles de bénédiction, on essaye de mettre un certain nombre de choses dedans, c'est-à-dire à la fois les qualités de l'enfant, de lui dire qu'on sera toujours présent pour lui, qu'on a confiance en lui, qu'on sait qu'il est capable de réaliser sa vie. Ce sont des paroles, c'est vraiment d'encouragement. Et toutes ces paroles, on les veut comme un socle sur lequel l'adulte va pouvoir construire sa vie sans doute, sans aucun doute. Est-ce que je suis assez fort aussi pour réaliser ma vie? Est-ce que on sait tous que le regard d'un père est important, même quand on le rejette. Donc, est-ce que mon père me regarde comme quelqu'un en qui il a confiance pour l'avenir, en qui il croit? Voilà. Donc, c'est vraiment cette idée des paroles qu'on va dire, et comme disait Cédric, on va créer un cadre sécurisant pour que le père et le jeune adulte puissent se retrouver et échanger en profondeur. Il y a aussi un moment dans vos rituels, dans les séquences de ces week-ends, un moment que j'ai trouvé intéressant lorsque je l'ai découvert sur votre site aucoeurdeshommes.org, c'est l'objet, un objet transmis. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait ça, en quoi ça consiste? Cédric Delasselle. Alors déjà parce que nous sommes des êtres incarnés et qu'on a besoin parfois de toucher, de sentir, de palper. Voilà. Et effectivement, on termine nos week-ends par cette petite cérémonie. Et donc, les pères ont préparé en amont, avant de venir à ce week-end, on leur a demandé de choisir un objet. Donc, c'est évidemment pas une question de valeur, mais une question d'histoire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a reçu de son propre père et qu'on veut transmettre? Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'importance dans notre vie aujourd'hui? Et c'est vraiment très impressionnant de voir à quel point à la fin des week-ends, les pères sont heureux d'exercer cette paternité dans la transmission. Ça nourrit d'une manière... ils ont des visages rayonnants et les fils sont encore plus heureux de recevoir ça de leur père. Qu'est-ce que c'est, par exemple? Je suis très curieuse. Franchement, j'ai vu toutes sortes d'objets. Il y a beaucoup d'insignes scouts de jeunesse ou de pères qui ont fait leur service militaire et qui transmettent des souvenirs, des livres reçus. Il y a également, j'ai eu l'histoire d'un ceinturon, d'un stylo. Voilà, c'est des choses très fortes, d'une boussole, d'œuvres que le père avait réalisées de ses mains, par exemple de la menuiserie, des choses comme ça. Et souvent, donc l'objet arrive et puis il y a une explication aussi qui vient. Voilà. Et j'ai vu aussi bien des gens qui n'avaient rien reçu de leur père et qui du coup disaient moi j'ai rien reçu, mais voilà ce qui pour moi est important et je te le transmets. J'espère qu'un jour tu le transmettras à ton fils. Jérémy Holler, vous voulez ajouter quelque chose sur ce rituel de la transmission d'un objet pour matérialiser ce lien? Alors, sur le rituel de la transmission de l'objet, pour moi, c'est vraiment aussi... on voit dans les siècles passés que, comme disait Cédric, il y a des objets qui se transmettaient de famille en famille. Par exemple, ça pouvait être un sabre pour quelqu'un qui avait fait partie de la cavalerie, ça pouvait être un tableau de famille, quelque chose qui représente aussi l'identité de la famille et qu'on transmet. Et je dirais, alors, pour aller aussi du côté des rituels, Au cœur des hommes, il a été important très vite d'instituer des rituels, parce qu'on voit que dans toutes les civilisations, que ce soit en Afrique, en Asie, le passage de l'enfant, de l'âge d'enfant à l'âge adulte, se passe par des rituels dans la communauté des hommes.
en Afrique, on va courir, on va devoir sauter par-dessus 3 bœufs dans la forêt. On va devoir passer, je crois que c'est au Kenya, on va devoir passer une nuit dans la forêt avec juste sa lance. Il y a des rituels. Dans un autre, on va devoir passer au milieu des hommes qui forment comme un utérus masculin duquel l'enfant va émerger. Et c'est dans cette idée-là qu'ACDH s'est dit, aujourd'hui dans notre société, nous n'avons plus de rituels de transmission. Et l'enfant a besoin de ces rituels. Donc, nous allons aller réfléchir à la fois du côté ethnique de ce qui a pu se passer dans l'anthropologie de différents pays, et puis aussi savoir ce qui s'est passé chez nous, déjà, qu'on sache. Et de là ont émergé ces rituels au fur et à mesure du temps, de l'expérience que nous avons affiné avec le temps pour offrir ce cadre aux jeunes adultes. Pour poursuivre notre échange, j'aimerais que vous me donniez votre point de vue tous les deux sur, à notre époque, ce qui manquerait le plus aux garçons. J'ai trouvé cette information. Quand votre enfant aura 12 ans, vous aurez déjà passé 75% du temps ensemble. 12 ans, 75%. Quand il aura 18 ans, vous aurez passé 90% du temps ensemble. Il sera déjà derrière vous. Hein. Donc oui, il y a un coche à ne pas louper peut-être. Et qu'est-ce qui leur manque aux garçons justement ? Qu'est-ce qui n'est pas passé ? Cédric Delasselle, le plus souvent, d'après votre expérience. Alors c'est une question aujourd'hui très forte, notamment pour la différence entre l'homme et la femme. Elle se joue à cet endroit-là en fait. Elle se joue sur la façon dont on va donner la vie à nos enfants. Et le fait de donner la vie à ses enfants, pour la femme, c'est assez évident, par son corps, par un amour inconditionnel, par une fusion. Et l'homme, le père, va donner la vie, lui, par sa parole. Il va donner la vie psychique, l'identité, homme et femme, c'est par le père que ça va passer. Et cette identité, elle est très importante parce que après, pour irriguer à la fois sa famille, la société, le rapport qu'on peut avoir au travail avec ses collaborateurs, si on a conscience que notre vocation d'homme, elle est de transmettre la vie par notre parole, eh ben, on est différent avec ses collaborateurs quand il s'agit de donner la vie, voyez. On est différent avec sa femme, on est différent avec ses amis quand il s'agit de leur apporter une parole de vie. Et donc, aussi bien le père que le jeune garçon, ils ont besoin de vivre ça, de vivre cette vie qui naît à travers la parole pour pouvoir la redonner après aux enfants. C'est tout l'enjeu de nos camps, c'est que ça diffuse bien au-delà des familles, en fait. Ça irrigue une société entière quand un homme qui n'est pas forcément père a conscience de la parole performative qu'il a pour donner la vie autour de lui, de façon psychique. Jérémy Holler, qu'ajouteriez-vous à cette question qui était très large ? En effet, je dirais que ce que ça fait écho en moi, c'est, je pense que l'enfant, le jeune, a besoin de cette parole de vie de son père, mais il a aussi besoin de la recevoir dans la communauté des hommes. C'est-à-dire qu'un jeune, et nous on le voit, c'est un exercice qu'on fait assez souvent au cœur des hommes entre nous déjà, c'est de se dire, de dire par exemple les qualités de Cédric qui est un très bon orateur d'ailleurs, devant les autres, pour aussi montrer à la communauté des hommes que Cédric, qui est très bon orateur, qui a un cœur en or, et a ses qualités en lui. Et c'est comme ça que le jeune, en fait, aussi va se sentir appartenir à cette communauté, parce qu'il a une identité devant les autres qui lui a été donnée par son père. C'est tout l'idée de la transmission devant les autres, devant la communauté des hommes, qu'on a dans beaucoup d'ethnies ou de pays. C'est cette idée-là, quoi. Je pense qu'un jeune a besoin de ça, il a besoin d'être affirmé devant d'autres hommes, et quand c'est par son propre père, il n'y a pas plus heureux qu'un garçon à qui on dit « Ah, t'es vraiment très fort », et puis il y a tous ses copains du foot autour ou autre. Voilà, il y a cette valorisation qui remplit le cœur de joie d'un petit garçon. Très intéressant. Cédric Delasselle ? Oui, simplement pour dire qu'en fait, on raccroche les wagons avec quelque chose qui se faisait déjà autrefois, puisque on a tous entendu parler de la fameuse bénédiction paternelle. Est-ce que avant de partir en voyage, je suis allé demander la bénédiction de mon père ? Est-ce que avant de me marier, parfois, je demandais la bénédiction de mes parents ?
en fait, on raccroche cette bénédiction parce qu'il y a eu un trou de 50 ans, voilà, où on a perdu ce savoir-faire. La bénédiction de Jacob ? C'est le cœur de notre sujet. Jacob Israël, effectivement, qui a volé cette bénédiction à son père Isaac, mais qui finalement était légitime à la recevoir. C'est cette bénédiction qui finalement a fait de lui Israël, ce qu'il est devenu. Alors, nous avons balayé les champs des propositions de Au cœur des hommes. C'est camp, c'est week-end père-fils, c'est cordée entre hommes qui se retrouvent au long cours. Vous nous donnerez à la toute fin de l'émission votre actualité, les camps qui se présentent, etc. Parce que je pense que nos auditeurs de Radio Courtoisie auront envie de s'y joindre ou de donner l'information. Et j'aurais voulu que l'on parle de la dimension corporelle, l'éducation du garçon par rapport à son père. Il y a une question de force aussi, et donc s'ils sont adolescents, comme vous nous l'avez dit à ce stade-là, le corps se frotter. Et on a quand même un défaut aujourd'hui. On voit des éducations qui sont très peu viriles finalement. Ça peut être un manque. Comment palliez-vous ce manque, vous, à travers les camps et les week-ends père-fils? Peut-être Jérémy pour entamer cette fois-ci. Alors déjà, moi j'ai l'expérience de mes garçons, le plus grand a 4 ans. Il est inscrit dans l'identité du petit garçon de vouloir se confronter à son père. Ça peut arriver 10, 20 fois par jour. On essaye de vous plaquer par surprise. Exactement, ou un petit coup de poing en passant, mais qui n'est pas de la méchanceté, qui est plutôt du défi. Papa, qu'est-ce que tu vas faire ? Comme un petit lion. Et je dirais que la meilleure façon d'y répondre, c'est de se chahuter. En fait, il y a rien de plus drôle que de se rouler dans l'herbe avec son fils. Et ils attendent que ça. Donc déjà, je dirais que avant les camps, jouez avec vos enfants, battez-vous à l'épée avec vos enfants, faites de la boxe avec vos enfants, allez-y, lancez-vous, parce qu'ils attendent que ça. En fait, ils attendent que ça, et vous vous éclaterez autant qu'eux. Et moi, la plus grande joie que j'aurai, c'est le jour où, en faisant de la boxe ou de la lutte avec mon garçon, il m'en retournera une et qu'il me mettra KO, parce que ça voudra dire qu'il m'aura dépassé. Et c'est formidable qu'il me dépasse. Et c'est ce qu'on attend tous en tant que père. On peut en avoir peur de ce déplacement, mais en fait, on l'attend tous. Donc, je dirais que dans les camps, en fait, c'est ça qu'on va leur proposer. C'est ça, c'est de vivre des moments avec leur père. Alors, ça va pas être 48 heures de baston, hein, rassurez-vous. C'est pas du pugilat géant ou ce genre de choses. Ça reste quand même très raisonné, mais il y a la possibilité de se confronter à son père si on l'a jamais fait, ce qui, je pense, fait partie de l'éducation de tout jeune garçon. L'éducation du corps, Cédric Delasselle, vous avez des garçons qui sont peut-être un peu plus grands. Comment vous y prenez-vous? Par la parole, par justement la confrontation physique? Quel conseil donneriez-vous aux papas qui nous écoutent? Simplement de faire du sport avec leurs enfants, à n'importe quel âge, d'oser même franchir une salle de sport de combat, de s'y remettre à 40 ans, à 50 ans. Ça n'a jamais tué personne, et les regards des fils sur les pères, et vraiment, ça vaut la peine de le faire. Et dans une transmission peut-être plus culturelle, est-ce que c'est un aspect que vous abordez avec les garçons? Oui, bien sûr. Alors, en fait, il s'agit surtout de passer du temps avec ses enfants et d'y mettre après du culturel, d'y mettre de l'historique, d'y mettre tout ce qu'on veut, mais nous, ça nous arrive d'aller visiter des musées en famille, d'aller visiter des monuments impressionnants en famille, de parler un peu des livres qu'on arrive à lire en famille. Donc c'est dans tous les cas, de toute façon, le sujet, c'est de passer du temps avec ses enfants et de leur accorder de l'importance, d'avoir de l'échange, de jouer aussi beaucoup avec eux le soir. Et bon, en fait, ça c'est un autre sujet, mais par exemple, on doit lutter contre les écrans aujourd'hui, et il n'y a pas 36 façons de lutter contre les écrans. Il faut s'intéresser aux enfants et leur passer plus de temps avec eux que leur téléphone, en fait. Et soi-même poser son téléphone, ce qui devient poser son téléphone. Très dur pour tout le monde. Jérémy Holler, vous ajouteriez quelque chose sur cet aspect-là également? Ils sont petits, vos enfants, mais vous avez votre expérience de fils qui n'est pas loin.
Tout à fait. Je pense que, comme disait Cédric, je pense que sur le culturel, c'est aussi pouvoir redonner un peu le sens des lieux qu'on va visiter. Souvent, en tant qu'enfant, on va visiter un château, on va visiter une église, et en fait, ça nous barbe parce que c'est des belles pierres qui ne nous parlent pas du tout. Mais voilà, on a passé quand même là le chant du Puy du Fou, qui a quand même réussi à remettre l'histoire au centre. Cette histoire, elle est belle, voilà, que ce soit notre histoire de France, l'histoire d'autres pays, elle est belle, elle est profonde et elle peut amener de cette profondeur. Donc, par exemple, ce qu'on a fait dans les cordées, c'est qu'on a proposé aux hommes de se déplacer. C'est-à-dire que chaque soirée, il y a 8 soirées par an à peu près, on a mis des lieux. Une chapelle, un coucher de soleil, au bord de la mer, etc., pour les sortir de leur salle, de leur salon, de leur canapé, et qu'ils puissent se parler en vérité dans des beaux lieux. En fait, je pense que tout lieu peut amener à la discussion, mais je dirais que une marche en forêt, un coucher de soleil, dormir au milieu de ruines d'une abbaye, ça, c'est des choses qui amèneront, dans tous les cas, le dialogue et qui vont aussi faire revivre ces lieux par lesquels on va passer. Merci beaucoup, Jérémy. Le temps a passé très vite. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais que chacun d'entre vous nous donne un Fioretti, un souvenir cocasse, puissant, singulier. Peut-être Cédric de la Selle en premier. Alors moi j'ai 2 souvenirs qui sont bien restés ancrés. Le premier, dans une des activités, effectivement, on a de la boxe dans nos camps, et dans un combat père-fils, le fils a mis une droite à son père et l'a fait saigner du nez. Voilà. Moi j'arrive un peu inquiet, et le père était heureux, il avait un sourire jusque-là en disant mais c'est formidable, je suis vraiment trop content de ça, je suis trop heureux de voir que mon fils a réussi ça. Donc, grande joie du père. Et l'autre, c'était quelque chose pendant un camp qui m'a vraiment très impressionné. Un père qui a témoigné de difficultés, voilà, avec un fils qui avait des envies suicidaires. Voilà, il n'avait jamais parlé à personne. Et on a senti que le père était vraiment heureux, content de pouvoir en parler, de le déposer là. Très fort. Et vous, Jérémy, un Fioretti ? Alors, j'en ai également 2. Le premier, c'est un père qui nous a chanté la berceuse, qui chantait à ses enfants tous les matins, tous les soirs, sachant qu'il avait perdu son fils, un de ses fils qui était polyhandicapé quelques années auparavant, et c'est la chanson qu'il lui a chantée avant son décès également. Donc ça a été un moment très fort. Là, on dit que les hommes ne pleurent pas, mais ça, c'est faux dans les camps. On sait se laisser toucher aussi. Et le deuxième, c'est un homme à la fin d'un camp qui nous a dit « Je prends la décision de renouer avec ma femme, de me rapprocher, de reprendre le contact avec mes enfants. » On n'en sait pas plus, le reste lui appartient, mais en tout cas, c'est des choses qui se passent dans les camps. Très fort, très puissant. Chers amis de Radio Courtoisie, le Libre Journal de la Transmission va prendre fin. Pour retrouver toutes les propositions de Au Cœur des Hommes, aucoeurdeshommes.org, avec des camps au mois d'avril. Il y a des places encore possibles pour des week-ends père-fils, n'est-ce pas Cédric ? Voilà, le week-end du 26 avril, un camp et un week-end au même endroit, il reste des places. Et puis après, on a un autre camp au mois de juin à Randol. Et toutes les prochaines dates seront affichées sur le site. Le site est très bien fait, vous pourrez approfondir, vous pourrez lire tout ce que nous n'avons pas eu le temps de nous dire. Merci Jérémy Holler de vous être rendu disponible. Merci Cédric de la Selle d'être venu jusqu'au studio de Radio Courtoisie. Et merci Jocelyn qui m'assiste toujours avec tant de talent. Et chers amis, rendez-vous dans 4 semaines.